Voici maintenant arrivé à la 4e et dernière semaine de l'Avent, qui nous amènera jusqu'à Noël. Et le thème aujourd'hui, c'est agir sur nos déplacements en respectant la création. Vous le savez, nos déplacements jouent un rôle important dans l'émission de gaz à effet de serre. C'est un facteur sur lequel on peut agir directement. Et c'est aussi une manière de vivre en respectant davantage la création. C'est ce qui nous a conduit pour chacun des thèmes que nous avons développés jusqu'à présent. Je vous donne simplement quelques chiffres pour commencer. La seule consommation de carburant en véhicules thermiques, c'est-à-dire les voitures, les cars, les deux roues, correspond en France à 1 tonne d'équivalent CO2 par an et par personne. Et si on ajoute le coût en CO2 toujours de la production et de l'importation du carburant et de la fabrication des voitures, des cars, des camions, des trains, etc., on passe à 3 tonnes par an. Voilà, alors on va se demander ensemble comment nous pouvons agir. Et on va aborder 3 points en disant qu'on peut agir d'abord sur le temps, c'est-à-dire en fait sur la vitesse, sur l'espace ensuite, c'est-à-dire sur les distances parcourues, et enfin sur la modalité, c'est-à-dire sur les moyens de transport. Premier point, agir sur la vitesse. En fait, c'est le facteur qui a le plus de répercussions d'ordre, on va même dire spirituel, parce que aller vite, aller toujours plus vite, vouloir toujours aller plus vite, c'est, comme c'est dit d'ailleurs dans l'encyclique Laudato Si, c'est aussi avoir de moins en moins de temps pour voir autour de moi, pour voir les autres, même pour voir la nature, pour voir les changements du monde. Ralentir, d'une certaine manière, c'est aussi se mettre dans une certaine disposition spirituelle. Alors, est-ce qu'on peut adopter ça pour la voiture ? Bon, je peux déjà essayer de rouler moins vite, surtout si j'ai tendance à aller toujours plutôt vite, à les limites des limitations de vitesse ou même au-delà. Je peux me dire, tiens, c'est le moment peut-être de commencer à rouler moins vite. D'abord, ma consommation d'énergie en kilomètres par kilomètre augmente, comme on le sait, au carré de la vitesse du véhicule. Et ma consommation d'énergie par trajet augmente de façon exponentielle dès que l'on dépasse les 80 km/h. Ensuite, rouler moins vite, c'est une chose. On peut aussi choisir, par exemple, un moyen de transport qui va moins vite. Choisir un véhicule de puissance plus faible quand on change de voiture, par exemple, ou bien choisir, évidemment, un moyen de transport collectif quand cela est possible. On peut aussi, si on a décidé d'opter pour les transports collectifs, choisir le moyen de transport collectif qui va moins vite et qui consomme donc moins. Par exemple, un train, plutôt qu'un avion, bien sûr, si on fait des grands voyages. Il est possible d'aller en France ou en Espagne, dans des pays limitrophes, en prenant le train. On sait que l'avion, dans ce cas-là, n'est pas indispensable. Alors, évidemment, à tout cela, on peut contester en disant, par exemple, c'est pas possible dans le monde actuel. Tout va vite, il faut aller vite. Bon, aller lentement, c'est possible peut-être pour les retraités, pour ceux qui ont le temps. Oui, mais pourtant, moi je vois aussi autour de moi de nombreux jeunes, y compris de jeunes entrepreneurs, de jeunes professionnels, qui choisissent des activités, des modes de vie qui leur permettent de prendre plus de temps. C'est quand même une tendance, on peut dire aujourd'hui, que les gens optent vraiment pour une vie qui leur laisse un peu plus de temps. On peut dire aussi, comme objection, dans mon travail, c'est pas moi qui décide, on m'impose d'aller vite, on m'impose de ne pas perdre de temps, d'être efficace. Et pourtant, on sait qu'on peut aussi travailler, réfléchir dans le train, ce qui est d'ailleurs plus difficile évidemment en avion et impossible en voiture. Et puis, on dit toujours que dans une gestion de projet, il y a 3 critères, vous les connaissez, c'est le coût, la qualité et les délais. Et aller moins vite, ça peut allonger le délai, mais ça peut aussi, voyons le positif, ça peut aussi améliorer les 2 autres critères. Donc le temps est sans doute venu de ne plus raisonner en coût financier uniquement, mais aussi donc en coût environnemental, de faire entrer cette dimension du coût environnemental dans notre réflexion. Le premier critère, c'est pour moi. Le second, le coût environnemental, c'est pour le collectif, c'est pour la communauté et c'est surtout aussi pour les générations futures.
Alors, le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est agir donc sur la distance. La distance que je parcours, c'est un facteur sur lequel je peux aussi agir. Alors évidemment, il y a beaucoup de contraintes, comme le déplacement entre le domicile et le travail, c'est pas quelque chose qu'on choisit en général, ou le fait que les enfants habitent loin. Bon, les déplacements, en tous les cas, qui concernent le domicile jusqu'au travail, ça représente à peu près 20% du total de nos déplacements. Et c'est quelque chose qui est fortement contraint par la question urbaine, les types d'habitat, la distance au lieu de travail, ou par exemple le fait que dans certaines banlieues ou dans certaines villes, petites villes de la deuxième couronne, par exemple d'une grande ville comme Nantes, il n'y a pas forcément non plus les transports en commun aussi réguliers, aussi fréquents qu'on le souhaiterait. La densification urbaine, c'est quelque chose qui limite aussi les déplacements, qui devrait limiter les déplacements. Mais l'extension de la zone d'habitation va un peu à l'encontre de cet aménagement à cause de quoi? À cause, bien sûr, comme on le sait, du prix des logements en ville. Alors, il y a une piste qui a été intéressante et qui est développée dans pas mal d'endroits, c'est les offices, ce qu'on appelle les offices fonciers solidaires, qui achètent le foncier et le louent pour la construction. C'est par exemple ce qui se fait à Lille, dans la communauté de Lille, et ça baisse évidemment le coût de l'habitat. À titre individuel, c'est vrai qu'il est un peu difficile d'agir sur ce point, mais chaque fois qu'on est un peu limité dans notre action individuelle, on peut se dire qu'on peut aussi agir en tant que citoyen, par nos votes, par nos choix politiques, etc. Alors, peut-être quelque chose qui est plus à notre portée concernant les déplacements, et qui est assez symbolique en fait, c'est ce qui concerne le choix des vacances, du lieu des vacances. Il est aujourd'hui possible d'aller vite et très loin, à faible coût, ou en tous les cas à un coût plus raisonnable que par le passé, mais on peut se demander effectivement si c'est raisonnable d'aller toujours loin parce qu'on peut le faire en avion, etc. Est-ce que c'est éthique, si vous voulez? Donc, bon, bien sûr, il ne s'agit pas de s'enfermer, il ne s'agit pas de ne plus voyager, il ne s'agit pas voilà, de ne plus voir ses enfants, mais d'accepter les contraintes des voyages sur un mode écologique, de faire entrer cette dimension-là dans nos réflexions, et se dire qu'on peut aller plus lentement, qu'on peut aller moins loin. Alors bien sûr, on a vécu des choses un peu obligées pendant toute cette période de confinement, une période de mobilité donc qui a été très restreinte, mais il y a peut-être finalement, c'est un petit peu comme pour l'alimentation de proximité, des choses comme ça, il y a peut-être certaines habitudes que l'on a acquises maintenant et que l'on peut conserver. Alors, on peut là aussi faire contester un petit peu tout cela en disant ne plus voyager loin ou moins, c'est se couper des autres, c'est s'empêcher de découvrir le monde. Bon, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres façons, de multiples façons de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres habitudes, y compris chez nous et parfois à notre porte. On dit, comme je le disais tout à l'heure aussi, mes enfants habitent loin, donc il est important que je puisse continuer à les voir. Bien sûr, l'éclatement géographique des familles, qui est beaucoup plus important qu'auparavant, c'est un fait, mais je peux néanmoins essayer de prendre le moyen de transport le plus efficient possible. En tous les cas, c'est intéressant là aussi de se poser la question. Le troisième point, pour terminer, c'est agir sur les modalités. Bon, donc en fait, ça veut dire choisir son moyen de transport, choisir le moyen de transport le plus efficient du point de vue écologique. Bon, l'efficience, c'est le rapport entre la consommation d'énergie et le nombre de kilomètres parcourus. Alors, c'est sûr que la marche et le vélo, ce sont les moyens les plus efficients. Bon, ce n'est pas toujours ceux qu'on peut utiliser. Après la marche et le vélo, il y a le train, et puis l'avion, qui est en moyenne équivalent à une voiture avec 2 personnes. Il est beaucoup question, et c'est une bonne habitude évidemment, de choisir le covoiturage. C'est une option qui permet effectivement de diminuer les émissions par voyageur, mais c'est par exemple plus efficient en termes d'émissions de gaz à effet de serre de prendre le train plutôt qu'un covoiturage. Enfin, je peux choisir aussi, à condition évidemment que ce ne soit pas pour le travail, de me déplacer moins souvent ou moins loin, de faire une fois par semaine mes courses au lieu de le faire 2 fois par semaine quand c'est possible, ou des choses comme ça. Donc on peut modifier les moyens
moyens de transport, on peut réfléchir là-dessus, les moyens de transport utilisés et ou diminuer le nombre de kilomètres parcourus. Alors on ne se rend pas toujours compte du nombre de kilomètres que l'on parcourt, donc c'est peut-être un calcul qu'il peut être intéressant de faire. Je vous donnerai quelques indications dans un instant. Cette conversion par rapport au choix du moyen de transport, est-ce que ça exige du courage? Parce qu'on présente quand même souvent toutes ces options-là comme quelque chose d'un peu rigoureux, qui demande un gros effort, etc. Est-ce qu'il faut par exemple du courage pour utiliser son vélo un peu plus souvent? Moi, je dirais que ce n'est pas tellement du courage qu'il faut, mais c'est plutôt avoir une réelle volonté de changement. C'est un choix, mais c'est vouloir changer quelque chose, quoi. La conversion, d'une certaine manière, ce n'est pas du courage, mais c'est un appel. Donc, pour terminer, je vous propose deux petites questions, justement pour prendre conscience de cette question des kilomètres parcourus. Mais avant ça, de se dire, est-ce que parfois j'ai essayé d'aller moins vite et quel sentiment, qu'est-ce que ça provoque en moi? Alors, est-ce que quand je ralentis, par exemple, je deviens stressé parce que je me dis que je vais être en retard, que c'est pas possible, il faut que j'accélère? Ou bien est-ce qu'au contraire, ça me donne un peu de paix, un peu de sérénité? Est-ce que j'ai constaté aussi qu'en ralentissant un petit peu entre chaque feu rouge ou entre chaque stop, ça ne me permet pas ça ne me fait pas perdre du temps, mais au contraire, ça m'en fait gagner. Enfin, voilà, de se dire qu'est-ce qui se passe quand je ralentis. Bon, une autre question, c'est faire ce petit calcul à propos des kilomètres parcourus. Donc, c'est intéressant. Donc, tout compris, hein, avion, voiture, les trajets courts, les trajets longs, transport en commun, train. Alors, c'est pas facile, c'est un peu fastidieux à faire. Bon, à titre indicatif, je vous donne simplement ce chiffre. La moyenne nationale est de 13 220 km par personne. Et la moyenne de kilomètres parcourus par voiture en France, c'est de 12 700 km par an. On a remis ces chiffres-là dans le petit livret, comme ça vous pourrez vous y référer. Voilà, donc tous ces points que nous avons développés au cours des 4 semaines de l'Avent étaient destinés à nous faire changer un peu nos habitudes, à nous demander comment nous pouvions vivre plus en adéquation, en respect de la création. On va s'approcher donc de la fête de Noël. On sait que c'est un moment où on va accueillir ce Dieu qui vient nous visiter, qui vient nous rendre visite. Et je vais laisser maintenant la parole au Père Serge pour la conclusion de ces 4 semaines de l'Avent. Chers paroissiens, depuis le début de cette année, nous nous sommes fixés des objectifs de pouvoir travailler sur une paroisse écologique, ce qui nous a conduit depuis que nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, de pouvoir parler de l'Avent écologique. Et vous avez suivi des vidéos, vous avez reçu des textes qui nous ont aidés semaine par semaine à pouvoir réfléchir, méditer, prier, partager autour de l'écologie. Il me semble que, vu le paysage qui s'est dessiné autour de ce thème, nous nous sommes rendus compte que c'était nécessaire de travailler sur ce thème qui nous a permis de comprendre que la nature qui nous accueille, la création que Dieu a voulu manifester par son amour, est une preuve d'amour que chacun d'entre nous peut reconnaître, que la vie, elle peut être belle si et seulement si tous ensemble, nous marchons dans la même direction. Aujourd'hui, comme on peut le comprendre, que dans le temps de l'Avent, il y a 2 moments. Il y a la préparation lointaine et il y a la préparation immédiate. Depuis hier, nous sommes entrés dans une préparation immédiate, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 17 décembre, nous entrons dans une grande préparation. Autrement dit, tous les efforts que nous avons fournis dans la préparation lointaine commence à pouvoir nous conduire vers la crèche, vers vraiment cette rencontre avec le Sauveur, le Messie qui arrive. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans les efforts que nous avons pu fournir à travers les thèmes qui nous ont été proposés dans les différentes semaines,
permettre qu'aujourd'hui, nous puissions avoir une certitude que celui qui va arriver, Jésus-Christ, notre Maître, il va habiter nos cœurs parce que nos cœurs se sont préparés à le recevoir, lui, l'homme qui vient nous donner la vie, qui nous apporte le salut. Donc, ce qui voudrait aussi nous pousser aujourd'hui à vous demander de redoubler d'efforts davantage en cette préparation immédiate qui va nous conduire vers la crèche où nous allons voir l'amour de Dieu s'exprimer, l'amour de Dieu s'incarner en prenant notre réalité, en épousant notre monde, en pouvoir s'adapter aux difficultés et aux blessures de notre nature. Et qu'aujourd'hui, nous sommes appelés tous et chacun à recevoir le Christ qui vient comme la vie qui se donne et que cette vie, nous devrons la propager autour de nous, mais surtout au cœur de notre paroisse. Je voudrais donc profiter de cette occasion de conclusion à cette marche qui n'est qu'un début parce qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre qu'est-ce qui peut être écologique dans notre communauté paroissiale. Je voudrais que chacun d'entre vous puisse arriver à donner des vraies propositions concrètes autour des équipes qui ont travaillé pour ce thème-là, pour que nous puissions devenir, comme cela est notre souhait, une paroisse verte, une paroisse écologique. Dans quelques jours, dans quelques heures, si je peux parler ainsi, nous allons célébrer la naissance, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais tous ensemble que cette préparation porte des fruits pour notre paroisse, que cette préparation porte des fruits pour vos familles, que cette préparation porte des fruits pour le monde entier. Nous avons connu et nous traversons des moments difficiles, des angoisses et des questions sont multiples, mais je sais en davantage que le Seigneur qui vient va répondre à des réalités concrètes, il va habiter avec nous pour nous faire comprendre dans le vrai chemin. Je voudrais donc, dans les célébrations que nous aurons le 24 et le 25, que chacun d'entre nous trouve sa place pour célébrer la joie de la nativité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé, Dominique et toute son équipe, Delphine, que vous avez sans doute vu dans les vidéos précédentes, Nicolas qui a pris tout son temps de pouvoir travailler, filmer, même les messes que nous avons dû suivre de loin. Et puis, il y a tellement de petites mains qui font pour notre paroisse. Je voudrais leur dire merci. Les fleuristes qui nous ont donné des belles compositions, des musiciens qui nous ont animé des très belles messes, les lecteurs, tout ce monde-là, sans oublier aucun d'entre vous, je tiens à vous dire au nom de notre paroisse un grand merci. Reconnaissez-vous dans ce merci et ça sera la joie de Noël qui s'exprime à travers ma petite voix, sans doute que vous connaissez. Je voudrais une fois encore vous dire, prenons courage, tenons-nous la main dans la main, notre paroisse avancera et ensemble nous pouvions faire davantage.